AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Fin, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Fin goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at fin.ai. Fall is all about cozy comforts, and with Hero Bread, you can enjoy all your favorites and still hit your health goals. From breakfast bagels and meal prepped enchiladas to mouth-watering burgers and cheesy noodles. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at hero.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information. One of the biggest challenges of earning a degree as a military veteran is transitioning your goals and experiences to your next phase in life. National University gets it. As a veteran-founded Yellow Ribbon School, they offer post-9/11 GI Bill acceptance, dedicated military support and advising services, and credit for your military experience. That's why 30% of their students are military affiliated. NU, education that serves those who served. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Ici est aujourd'hui le seul endroit où l'on passe des bassins de National 1 au sommet de l'Europe en une respiration. Pendant que les yeux sont rivés sur Belgrade, le championnat de France ne dort pas. Au programme de cet épisode riche en rebondissements, la National 1 fait de la résistance. On part à Saint-Jean-d'Angély pour un match délocalisé où Livry-Gargan n'a pas fait détail face à La Rochelle. Une victoire écrasante qui confirme leur solidité à la 2e place, mais pas que. La masterclass défensive. Retour à Belgrade avec un focus technique qui va ravir les puristes. On a décortiqué le choc Grèce-Italie. Oubliez les buts spectaculaires, aujourd'hui on parle de l'art de défendre la pointe. Une leçon d'intensité que tout défenseur devrait regarder en boucle. Et le choc à venir, on prépare les esprits pour le match capital ce soir de l'équipe de France face aux Pays-Bas. Alors que vous soyez sur le bord d'un bassin de National 1 ou devant votre écran pour l'Euro, cet épisode est pour vous. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! On enchaîne les épisodes et on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode consacré cette fois-ci à la National 1 et un petit bilan et les derniers résultats du championnat d'Europe de Belgrade, parce que pendant le championnat d'Europe à Belgrade, le championnat N1 continue et il y a des résultats à vous annoncer. Donc on lâche pas l'affaire là-dessus et pour commencer, donc Canard Rochelet qui accueillait Livry-Gargan à Saint-Jean-d'Angély, puisqu'il y avait un problème à la piscine de La Rochelle, et Livry s'impose facilement 19-7. Ouais Christophe, pas trop de suspense dans cette rencontre, comme le score en atteste. Entre un promu La Rochelle et Livry-Gargan, qui est 2e de la poule, qui a réussi à s'immiscer entre Monaco et Marseille, et qui est un solide 2e. Donc Livry fait le boulot à La Rochelle sans grande surprise, avec une amplitude de score, comme tu l'as dit, -12, 19-7. L'écart de qualité était trop important pour que La Rochelle puisse faire mieux que ça, donc score complètement logique. Ouais, dans ce match, on avait le retour d'un des frères, Lassès, Vitomir en l'occurrence, qui avait été absent pendant un certain nombre de matchs. 2e match, Racing Club de France qui a accueilli Arles. Donc le Racing Club de France, on en a parlé avec Jean-Paul Clémenceau.
Et victoire nette de Arnes dans un match assez débridé puisqu'il s'impose 23-16. Donc les défenses n'ont pas été trop au rendez-vous dans ce match. Ouais, pareil, hein, une équipe, en souffrance quand même, le Racing, hein, qui avait perdu des matchs, qui étaient quand même très, très mal classés sur cette phase-là et puis, bah, Arnes, c'est une équipe quand même du top 5, hein, qui est à la lutte avec Mulhouse, avec Choisy et donc, bah, qui doit évidemment pas faire de faux pas contre des équipes dites moins fortes et donc Arnes s'impose complètement logiquement aussi, à Paris, contre le Racing qui va être en souffrance, je pense jusqu'à la fin de la saison. Oui, et Arnes qui enregistre un renfort, Ilian Zaoui en provenance de Douai, qui rejoint cette équipe d'Arnes et qui marque 6 buts dans ce match, voilà, qui a bien contribué pour son premier match avec son nouveau club, ou je ne sais pas s'il y était déjà, mais en tout cas, là, cette année, c'est son nouveau club, qui a bien aidé son équipe. Troisième match, sauveteur de Givors qui accueillait Monaco. Victoire de Monaco 17-12. Monaco privé de son néo-international qui est actuellement à Belgrade, Lucas Barna. Ouais, écoute, les voyants étaient quand même, du côté de la vigilance pour Monaco parce qu'on se rappelle que Givors, sur la dernière journée, a battu Marseille. Alors certes, un Marseille diminué par les exclusions qu'ils avaient eues sur le match précédent, donc vigilance puisque comme tu l'as dit, hein, l'un de leurs joueurs majeurs, Lucas Barna, n'était pas là puisqu'il est à Belgrade et donc, bah, Monaco fait le boulot, à la faveur d'une, 3 période, où l'écart se fait là puisque, il y avait 8-7 début de troisième et puis Monaco, a fait la décision sur cette période en la gagnant 6-1, se détache irrémédiablement et puis engrange 3 points à l'extérieur qui est important dans l'optique, pour eux d'aller chercher la première place à la fin de ce championnat. Donc écoute, l'écueil givordin est passé pour Monaco. Moulins qui accueillait Marseille, je dirais quand même malgré, la nette victoire 17-10 de Marseille, Marseille peut-être un peu en difficulté puisque Moulins s'impose quand même dans la troisième période 6-2. Donc j'ai pas détaillé le match pour savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, mais c'est quand même un sacré trou d'air. Ouais et puis, bah, écoute, ce 6-2 leur permet de commencer la dernière période à 17-10, hein, 13-10 pardon. C'est le 4-0 dans la dernière qui permet à Marseille d'accroître l'écart. Mais, Moulins qui est pas forcément à la fête, hein, dans ce championnat, mais, qui a fait mieux que résister, hein. 13-10 début de quatrième contre Marseille, c'est quand même un bon petit résultat pour eux, mais ça n'a pas suffi et des fois on parle de Marseille un petit peu, pas oublier quand même que Marseille est promu, donc ils viennent de la N2, hein, donc ils font ce que Monaco a fait l'année dernière, ils s'accrochent aux 1res places, mais c'est un promu, donc écoute, pour l'instant, ils font un très bon championnat, mais il y a une victoire à Moulins un peu au forceps, mais malgré tout, 3 points précieux, pour eux. Ouais, c'est toujours ça de prix. Cinquième match, Choisy-le-Roi qui accueillait l'INSEP, et victoire de Choisy dans son bassin Andrieux, 22-14, grâce notamment à une dernière période plus que prolifique pour Choisy puisqu'il s'impose 11-2 dans la dernière période. Ouais, écoute, donc ce qui veut dire que l'INSEP menait fin de troisième, 12-11, un peu à la surprise générale, hein, puisque l'INSEP est en grande souffrance et dernier du championnat et puis Choisy, c'est la bonne équipe de ce championnat qui confirme la belle saison qu'ils avaient fait l'année dernière, mais ils se sont fait peur un peu quand même, hein, alors après, il y a des intervalles, des écarts dans les périodes qui sont assez, bizarres, sur un match serré comme ça pendant 3 périodes, tout d'un coup tu prends 11-2 dans la dernière. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bah, écoute, Choisy sort de ce mauvais pas, parce qu'effectivement une défaite contre l'INSEP aurait fait tâche et puis, les aurait, ramenés un petit peu dans le rang et puis, bah, là, écoute, ils évitent l'écueil aussi et ils s'imposent, assez facilement finalement au score, +8 mais pas si facilement que ça dans l'eau. Oui, après peut-être qu'on va pouvoir compter, sur cette deuxième partie de championnat, un INSEP, beaucoup plus difficile à manœuvrer et la preuve en est, peut-être, sur ce match et le début de quelque chose du côté de l'INSEP. Dernier match, qui avait lieu aussi à Saint-Jean, donc on avait eu un match à 18h, La Rochelle-Livry et à 20h on avait Saint-Jean-Mulhouse et victoire,
facile de Mulhouse, 22-11 à l'extérieur. Oui, bah, écoute, on avait parlé de Mulhouse, hein, qui chasse après les points quand même qu'ils ont perdus contre Arnes et Livry, donc il faut qu'ils fassent un sans faute, obligatoire contre les équipes moins bien classées et puis, bah, écoute, ils le font sans trop trembler en gagnant 22-11 à l'extérieur. C'est, score complètement, logique et Mulhouse qui s'accroche à sa 5e place. Ouais, est-ce qu'on va faire un petit point classement donc pour clôturer cette page N1, puisqu'on a tout le monde à 12 matchs. Premier de ce classement, AS Monaco avec 35 points, 12 matchs, 12 victoires. Deuxième, Livry-Gargan, 31 points, 10 victoires, 2 défaites également pour Marseille qui est troisième avec 30 points, mais ça se joue au match qu'il y a eu au penalty. Marseille n'est que troisième. Quatrième, Arnes, 27 points avec 9 victoires, 3 défaites. Cinquième, Mulhouse, 24 points. 8 victoires, 4 défaites. Sixième, Choisy-le-Roi avec 21 points, 7 victoires, 5 défaites. Et là, on inverse le ratio défaite-victoire avec Sauveterre de Givors, 16 points, 5 victoires, 7 défaites. La Rochelle, 8e, 3 victoires, 9 défaites. Également pour Moulins avec 8 points, Racing 8 points. Et ensuite, en 11e place, on a l'INSEP avec 3 points, 1 victoire, 11 défaites. Également pour Saint-Jean d'Angély, 3 points, 1 victoire, 11 défaites. Ouais, Christophe, écoute, une journée où il n'y a pas eu de surprise, hein, puisque, bah, les gros du championnat étaient opposés, j'allais dire, aux petits, donc il n'y a pas eu de confrontation directe sur cette, journée-là. On va faire un petit saut, si tu veux bien, vers le calendrier pour voir ce que nous proposera la prochaine journée. On aura un Marseille-Saint-Jean d'Angély qui ne devrait pas non plus, réserver beaucoup de surprises. On aura un Givors qui reçoit à nouveau chez lui contre Moulins. On aura un Monaco Choisy-le-Roi, donc vigilance aussi pour Monaco, car Choisy fait une bonne saison, jusque-là. On aura un très intéressant Mulhouse-Arnes, hein, donc le 4e, le 5e qui reçoit le 4e. Donc il faudra, pour, Mulhouse, rattraper la défaite du match aller pour, passer, très certainement, Arnes sur ce match-là en cas de victoire. On aura un match, je pense, assez, tranquille pour Livry, au Racing. Donc, à nouveau un match, largement, très largement à la portée, des banlieusards parisiens. Et puis, bah, l'INSEP La Rochelle, c'est déjà joué, puisque l'INSEP La Rochelle, c'était, un match avancé et La Rochelle l'avait emporté à l'INSEP 33-12. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la N1. Merci Frédéric. On bascule du côté de Belgrade pour faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé jusqu'à présent, parce qu'on a surtout parlé de l'équipe de France et notamment donc le classement de 13 à 16 qui est désormais connu. Dans l'ordre, on a Malte, Slovaquie, Slovénie et Israël, où les Maltais se sont imposés 3 fois. Et ensuite, les 3 autres équipes se sont un peu toutes croisées, puisque l'Israël bat la Slovénie au tir au but, les Slovaques battent l'Israël et les Slovènes battent la Slovaquie aussi au tir au but, ce qui nous donne le classement que je viens d'annoncer. Ouais, Christophe, écoute, tu vois la progression, mine de rien, du water-polo maltais, puisque, on en avait déjà parlé avec Aurélien Cousin. Ça a été d'abord une victoire pour Malte de se qualifier au championnat d'Europe. C'était leur premier objectif sur les derniers championnats d'Europe, donc se qualifier déjà. Et puis, bah, là, tu vois que, mine de rien, ils mettent quand même 3 équipes derrière eux. Alors bon, Israël, OK, les Slovènes, mais les Slovaques qu'ils ont ultra dominé dans ce match-là. J'étais très surpris par l'ampleur du score, hein. Il y a -10, les Maltais ont mis 10 buts d'écart aux Slovaques, qui ont une équipe qui est pas vilaine, hein, les Slovaques, hein, Balázs, Kozmer, des joueurs qu'on connaît bien dans notre championnat. Duric qui est quand même la pointe de Reco. Donc, écoute, Malte dans ce mini championnat à 4 fait 3 victoires, magnifique parcours et ils finissent 13e. Donc, ils franchissent des marches, à chaque épisode, bien aidés donc par, Nagaïev, leur nouvelle recrue qui leur permet quand même,
dans les matchs un peu tangents, un peu difficiles de mettre les buts qu'il faut. Et puis, écoute, ils ont perdu un joueur là pour contestation, enfin pour un problème avec le staff qui a été obligé de rentrer à Malte. Mais écoute, peut-être qu'au complet, ils pourront faire encore mieux. Et en tout cas, une équipe de Malte qui a tiré son épingle du jeu. Je suis déçu par les Slovaques parce que les Slovaques, c'est une nation qu'on connaît depuis longtemps et qui avait quand même les moyens de faire largement mieux. Et puis Slovénie, les Slovènes entraînés par Mirko Vicevic, une légende du polo mondial, qui ont réussi à ne pas finir dernier en battant Israël. En tout cas, même dans tous ces matchs-là, j'ai vu des choses intéressantes avec des gens qui jouent très, très correctement au polo, avec des bons shoots. Le niveau, quand même, le niveau moyen est, je trouve, assez élevé quand même. Ouais, ouais, c'est pas inintéressant à suivre aussi, même si c'est de 13 à 16. Je te propose, Frédéric, qu'on fasse un petit état des lieux aussi, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de matchs, un peu des forces en présence. Qu'est-ce que bon, on le voit un peu au classement, on détaillera le classement des 2 poules, mais voilà, il y a eu des très beaux matchs, des belles confrontations, que ça soit Hongrie-Serbie, Grèce-Italie. Au tour préliminaire, on avait eu Pays-Bas-Serbie qui avait été extrêmement accroché, puis l'Espagne-Serbie aussi qui avait été un très beau match et les Serbes, toujours en vie, dans ce championnat, plus qu'en vie d'ailleurs puisqu'ils sont pour l'instant premiers de la poule. Premier de la poule est qualifié pour les demi-finales. Donc là, à la suite du match France-Espagne, on a eu un match dans cette poule-là. On a eu un Monténégro-Pays-Bas très intéressant pour les Français, puisque une victoire des Pays-Bas, vu qu'ils ont pris 1 point contre les Serbes, nous condamnait à la 6e place dans cette poule-là, la dernière place. Et puis les Pays-Bas ont fait un match très, très intéressant contre le Monténégro, puisqu'ils ont été devant quasiment tout le temps, avec même des 3 buts d'écart, hein, 9-6, 10-7. Ils ont pris un petit coup sur la tête sur le but de Tesanovic, hein, le gardien monténégrin, qui marque un lob à la fin de la 2e période, ce qui leur permet de revenir à -2 au lieu d'être à -3. Mais les Hollandais ont très bien joué, sauf quand il a fallu, quand ils ont été en position de gagner le match. C'est pour ça que tu joues pas toujours pareil les 4 périodes de la même façon. Et puis, tout d'un coup, ils ont déjoué complètement et il y a eu un blackout total où ils ont pris 7-0. Et puis, écoute, le Monténégro qui était bien, bien mal embarqué quand même, à -3 avec pas beaucoup de solutions, finit le match, en gagnant 15-11 avec une dernière période à 5-1. Et puis ensuite, le match phare entre la Serbie à la maison et la Hongrie. Match de très, très haut niveau, que ça soit sur les shoots, les choix stratégiques et tout ça, ça joue vraiment très, très bien avec une intention et une intimidation, j'allais dire, au shoot, sur la fixation, sur les changements d'aile, et cetera. Donc, très bon match. La Hongrie l'avait très, très bien commencé en menant 3-0. Et puis les Serbes, petit à petit, ont bâti leur succès. Alors, il y a que 15-14 à la fin, c'est vrai, mais les Serbes, une fois qu'ils sont passés devant, ont plus rien lâché. Et puis, tu t'aperçois quand même que la Serbie, fort de leur victoire contre l'Espagne et donc contre la Hongrie, est qualifiée en demi-finale. Le 2e ticket se jouera entre l'Espagne et la Hongrie dans un duel très intéressant aussi. Et puis, nous, on aura ce match entre la France et les Pays-Bas pour déterminer qui finit 5e de la poule ou 6e de la poule, donc qui jouera 11-12 ou qui jouera 9-10. Donc un match important pour les Français. Les Pays-Bas, quand même, ont fait assez forte impression. Il faudra faire attention. Ils ont une équipe avec des bons shooters, avec souvent un pressing comme on connaît, hein. Les Hollandais sont des adeptes du pressing. Ils viennent redéfendre à l'intérieur comme tout le monde maintenant, mais une équipe qui a fait un bon championnat d'Europe quand même, cette équipe hollandaise. Et puis, il faudra que nos Français aillent chercher l'énergie. Ils n'ont pas eu beaucoup de matchs gagnables sur ce championnat d'Europe-là. Celui-là en fait partie, donc il faudra faire le max pour aller chercher une victoire précieuse. Pour finir 9-10 ou 11-12, c'est quand même pas pareil. Donc ça, c'est ce qui concerne cette poule-là. Et puis l'autre poule qui était quand même un peu plus, je ne vais pas dire facile, mais il y avait 3 candidats clairement définis, hein, la Grèce, l'Italie, la Croatie. Et puis ensuite, ça allait se jouer entre les Turcs, les Géorgiens pour les accessites et les Roumains. Écoute, l'Italie qui caracolait jusqu'alors en tête, hein, puisque ils avaient jusque-là joué, je ne veux pas être respectueux, mais pas grand monde, en tout cas pas les ténors. Et puis, a perdu la Grèce hier. La Grèce qui avait déjà battu la Croatie. Donc, à l'instar
des Serbes, sauf qu'eux, ils n'ont pas lâché un point en route. Ils n'ont pas lâché un point en route. Les Grecs, 4 matchs, 4 victoires. Donc, ils sont évidemment d'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales. Ils ont dominé l'Italie de manière assez. Alors, le score est pas monstrueux, mais ils les ont dominés quand même tout en maîtrise. Ils ont quand même une équipe. Alors, ils ont plus Fontoulis et puis ils ont plus Vlachopoulos, qui étaient les deux buteurs, organisateurs et finisseurs de cette équipe. Mais c'est très, très discipliné. Ils ont un axe qui est très fort avec Skoumpakis et puis devant les deux, Kakaris, Nikolaïdis. Kakaris, très, 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 très bon. Et puis après, autour, Papanastasiou, Argyropoulos, Kalogiropoulos, qu'on connaît à Marseille. Et puis des jeunes qui ont été intégrés évidemment dans cette équipe. Et la Grèce, j'en avais parlé avant le championnat d'Europe. C'est peut-être l'année des Grecs. Ils ont été vice-champions olympiques, ils ont été vice-champions du monde. Il faudra forcément à un moment donné qu'ils gagnent un tournoi. C'est peut-être leur heure, mais il faudra déboulonner les Serbes chez eux. Ça va pas être une mince affaire parce que c'est très solide aussi. Et puis l'Italie qui jouera sa place en demi-finale comme les Croates. Donc, à l'heure à laquelle on parle, les Croates n'ont pas encore joué leur match de la soirée. Donc potentiellement, ils vont arriver à 9 points comme l'Italie. Et puis cette confrontation, le vainqueur de cette confrontation ira rejoindre le dernier carré. Et puis le perdant, évidemment, les matchs de classement. Mais moi, j'ai trouvé une compétition pour l'instant très vivante. Je trouve quand même que le choix du petit bassin, c'est bien parce que ça accélère le jeu. Les contre-attaques, je te dis, avant, quand tu jouais en 30 mètres, des fois, bon, sur un contre, tu poussais pas le contre jusqu'au bout. Mais là, maintenant, ça va très vite. Il n'y a pas beaucoup de distance à nager pour être dangereux. Donc, ça va vite d'un but à l'autre. C'est pour ça aussi qu'il y a des retournements de situation, parce que des +4, +5 en grand bac, tu as du mal à les récupérer. Maintenant, ça va très, très vite. Donc, écoute, intéressant avec, je trouve, quand même, sur les 16 équipes que j'ai vues, une qualité générale de shoot. Avant, les équipes qui étaient moins bien classées avaient quand même petite défaillance au niveau du shoot et tout ça. Là, je trouve que ça shoot bien dans beaucoup d'équipes. Tu as des sacrés shooters. Après, les meilleurs restent les meilleurs. Les équipes classées RAW sont toujours là. Mais les Serbes vont être durs à déloger, mais les Grecs sont pas mal quand même. On verra la suite de la compétition, mais en tout cas, bien filmé, super bassin, très beau spectacle. Un petit bémol, je trouve, sur l'utilisation un petit peu abusive de la VAR. Mais bon, maintenant, on est habitué un peu dans tous les sports, c'est comme ça. Une très belle compétition jusque-là et je ne doute pas de la suite, du même niveau, en tout cas, de cette compétition. C'est comme en 2016, Belgrade avait organisé le championnat d'Europe de manière magistrale. Et puis là, c'est la même chose sur ce championnat d'Europe-là, 10 ans après. Ouais, je partage beaucoup des choses que tu as dites, hein, parce qu'effectivement, on a une belle compétition. Je pense que c'est difficile à ce niveau-là de faire mieux, je pense un peu dans la promotion du water-polo. Bon, on pourrait peut-être avoir quelques caméras en plus, des choses comme ça, mais je trouve qu'effectivement, c'est assez bien filmé, c'est clair. Le fait de ne pas avoir de ligne au fond du bassin, voilà, bon, c'est vrai que de temps en temps, la VAR, c'est un peu pénible, mais bon, ça fait effectivement maintenant partie du jeu. Je trouve, c'est vraiment la première compétition, moi, je trouve, où effectivement, comme tu l'as dit aussi, il y a un vrai intérêt du bassin de 25. On avait beaucoup de doutes sur les nouvelles règles. S'il y a une règle qu'il faut retenir, effectivement, c'est ce bassin de 25 qui réaccélère les choses, qui a pas de temps mort, effectivement. Même, on en parlait la dernière fois aussi avec Aurélie, qu'on avait eu en interview, c'est que même pour les arbitres, il n'y a plus de temps mort, quoi. Donc, avant, avec la contre-attaque, ils avaient le temps de marcher, de se souffler un peu, mais là, ils ont une vigilance à avoir tous les instants, et c'est vrai que c'est pas forcément évident d'arbitrer. Bon, quelquefois, il y a des décisions un peu spéciales. Là, sur le dernier match, effectivement, Grèce-Italie, j'ai trouvé que le pénalty qui est sifflé, c'est un peu limite. Moi, je ne l'aurais pas forcément sifflé, mais je ne suis pas arbitre. En tout cas, mon point de vue d'ancien joueur, c'est celui-là. Et après, on va dire que les choses, bon, il faut se qualifier pour les demi-finales, mais malgré la forte impression, effectivement, moi, je trouve, de la Grèce, tout peut être remis forcément en cause sur ce match sec qu'ils auront à faire en demi-finale contre probablement le deuxième de l'autre groupe. Donc à voir si ça sera lequel sera deuxième, hein, donc Serbie, Espagne, Hongrie. Après, voilà, ce qui est un peu étonnant, donc effectivement, la Serbie est premier de ce groupe, mais uniquement avec une différence de but de +6. L'Espagne est deuxième pour l'instant, +20, et la Hongrie, +15 dans ce groupe.
Donc du coup, je vais donner aussi le classement global, hein. Donc pour l'instant, on a Serbie, premier, 11 points, Espagne, deuxième, 9 points, troisième, Hongrie, 9 points, quatrième, Monténégro, 6 points, Pays-Bas, cinquième avec 1 point et France, sixième avec 0 point. Donc comme tu l'as dit, si les Pays-Bas avaient gagné le Monténégro, on était condamné à cette 11e et 12e place. Donc là, on a encore une chance de mieux finir. L'équipe de Hollande, pour moi, est une équipe un peu surprise. Je ne les pensais pas pouvoir jouer à ce niveau-là. Enfin, voilà, bon, comme nos Français aussi, c'est quand même plutôt une bonne surprise. Il y a quand même une grosse densité dans toutes ces équipes-là, que ce soit même aussi dans l'autre groupe. Donc je vais en profiter, je vais donner le classement. Donc Grèce, premier invaincu avec 12 points. Deuxième Italie, 9 points. Troisième Croatie, 6 points. Donc un match déterminant à venir, Italie-Croatie, pour déterminer cette deuxième place. Troisième, pour l'instant, ex aequo, mais quatrième par rapport à la différence de but, la Roumanie, avec 6 points, et la Turquie et la Géorgie ferment la marche avec 0 points. C'est vraiment un championnat d'Europe très intéressant. Il y a vraiment des beaux matchs et c'est très agréable à regarder. Ça met bien en avant notre sport qu'on aimerait qu'il se diffuse un peu plus largement. Mais voilà, les Serbes au couteau, ils y vont et ils gagnent les matchs. Bon, il faut les gagner. Et je crois que même, pour revenir sur ce match aussi, Hongrie-Serbie, je crois qu'ils font un plus 6, hein, 6-0, je crois, entre la première et la deuxième, puisqu'ils étaient menés et ils égalisent et ils passent devant sur les 2 périodes. Grosse impression aussi de la Serbie qui a su bien gérer leur temps fort et un match, comme on s'en doutait, hein, grosse intensité physique, grosse intensité dans les tribunes aussi, hein. Des fois, c'était compliqué, je pense pour les arbitres et les joueurs de bien suivre. Il y avait énormément de bruit et ça devait être assez, galvanisant pour les joueurs qui étaient dans l'eau. Ouais, après, c'était la rencontre un peu de la folie hongroise. Les Hongrois sont pas toujours disciplinés comme le sont les Serbes, hein. Les Serbes, ils récitent ce qu'ils savent faire. Ils ont des schémas de jeu bien ancrés avec des joueurs qui connaissent leur rôle. Ça sort pas beaucoup du rôle. Les Hongrois, ils sont un peu plus fantasques, mais c'est une opposition un petit peu de style. Mais écoute, les Serbes, tu peux toujours compter. Quand tu commences à avoir Jaksic, Mandic qui se mettent dans le truc, Razovic qui est très bon, Strajnia Razovic, son frère aussi, ils ont quand même du monde. Le gardien Glusac a été très bon aussi, meilleur que le gardien hongrois qui est sorti d'ailleurs au bout de 3 périodes, Choma Vogel qui a été remplacé. Donc écoute, c'est le polo tout en haut. Je suis très intéressé par la confrontation Espagne-Hongrie parce que souvent les Espagnols prennent le pas sur les Hongrois historiquement. J'ai pas d'explication par rapport à ça, j'en avais déjà parlé, mais souvent les Espagnols arrivent à battre les Hongrois. Et puis, de l'autre côté, Italie-Croatie, alors l'Italie fait pas un mauvais tournoi jusque-là avec une équipe un peu renouvelée. Écoute, je vais mettre une petite pièce comme sur les Croates, une petite, hein, pas un billet, une pièce. Je pense que les Croates vont passer quand même. Il faudra que les Italiens s'énervent pas et gardent le cap, mais je vois quand même les Croates, ils iront pas au bout les Croates, mais ils iront, je pense, en demi-finale. Et puis écoute, non, une compétition très ouverte, hein, parce qu'on est un des rares sports où tu as 5 équipes potentiellement, 5-6 équipes qui peuvent être championnes d'Europe, et donc tu peux être champion d'Europe ou 6e. Alors c'est un peu frustrant pour les entraîneurs parce que quand ils doivent défendre un petit peu leur bilan, on leur dit: «Ouais, mais t'es 6e», mais en fait, t'es 6e à rien, quoi, hein. Tu 6e à un but et c'est tellement serré, hein. Les Hongrois ont perdu d'1 but, les Serbes, les Espagnols ont perdu 1 but à la 10 secondes de la fin, les Serbes aussi. Les Serbes font le plein et je les vois pas fléchir contre le Monténégro, donc ils finiront très vraisemblablement 1er de la poule et puis, écoute, comme les Grecs, donc à voir la dernière journée qui sera très intéressante à bien des égards. Ouais, et si on suit un peu, ce que tu viens de nous dire, potentiellement, on pourrait avoir un Serbie-Croatie, d'un côté et un Grèce-Espagne de l'autre, donc du très haut niveau, forcément, même si c'était le troisième de chaque groupe, que ça soit la Hongrie ou l'Italie, voilà, on aura forcément du très haut niveau, c'est ce qui se fait de mieux. Je vous invite à suivre ces matchs encore qui restent à venir. On a du beau polo, on a voilà, de la belle intensité. C'est plaisant.
C'est plaisant tout ça et on voulait partager ça avec vous, notre petite analyse sur ces matchs-là et sur ces équipes-là. À noter, pour finir, la désignation de Julien Bourgès pour le match au sommet, donc entre la Grèce et l'Italie. Donc, ça montre la confiance quand même que l'En Aquatics lui témoigne, puisque c'est des matchs à fort enjeu et à fort pression. Donc, écoute, c'est bien aussi de mettre un petit éclairage là-dessus. Ouais. Et pour finir, quand même, j'ai eu plaisir à suivre le match Grèce-Italie aussi. Et ce qui m'a fait d'autant plus plaisir dans ce match, même si on s'appelle La Pointe, on était tous les deux des défenseurs. Et moi, je me suis régalé à voir les défenseurs, que ce soit l'italien ou le grec, de défendre à la pointe comme ils l'ont fait. Et voilà, ça, c'était de la belle défense, peut-être à montrer à d'autres équipes pour s'en inspirer, puisque dans notre dernier épisode, on parlait peut-être de la simplicité, on va dire, peut-être des autres équipes à venir se positionner en pointe et d'attendre, nous, les Français, que le joueur se place, alors que là, on voit bien que c'est une lutte et que dès que le ballon arrive, ils sont déjà un peu fatigués, que ce soit le défenseur ou l'attaquant. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, l'épisode traditionnel du mardi, mais restez bien connectés sur toutes les applications de podcast où vous pouvez suivre nos épisodes, parce que championnat d'Europe oblige, on va suivre notre équipe de France, à qui on souhaite le meilleur aujourd'hui face aux Pays-Bas. Et on sera là aussi pour éventuellement commenter les demi-finales, voire les autres matchs de classement aussi. Mais ceux qui nous intéresseront le plus, c'est les demi-finales pour déterminer qui sera champion d'Europe à Belgrade en 2026. Bonne journée à vous et restez connectés pour le prochain épisode. Merci, à bientôt. Fall is all about cozy comforts, but when you're prioritizing your health, it's easy to feel like you're missing out. With Hero Bread, you can enjoy all your fall favorites because they're made with Hero Bread sliced bread loaves, tortillas, bagels, dinner rolls, and more. Try their all-new Hero Noodles with 12 grams of protein and just 80 calories. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. They've even got small batch drops of indulgent favorites like the popular Hero Croissant. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at HERO.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information. One of the biggest challenges of earning a degree as a military veteran is transitioning your goals and experiences to your next phase in life. National University gets it. As a veteran-founded Yellow Ribbon School, they offer post-9/11 GI Bill acceptance, dedicated military support and advising services, and credit for your military experience. That's why 30% of their students are military affiliated. NU, education that serves those who served. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager, et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.